Je te vends mes armes, mais garde tes céréales. C'est le discours que l'on tient à l'Ukraine. En pleine crise, les agriculteurs européens nourrissent une hostilité croissante à la perspective d'une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, même si certains préféreraient à terme voir l'ancien grenier à blé soviétique de leur côté plutôt que dans le giron russe. Pas un jour ne se passe sans un geste de colère. Manifestation en Bulgarie, déversement de céréales ukrainiennes à la frontière polonaise, rassemblement de 900 tracteurs à Bruxelles. L'intégration de l'Ukraine serait une catastrophe selon la FNSEA, majoritaire en France, la France première puissance agricole européenne. Ça, c'est pour les céréales. Puis à l'intérieur de ce sujet, il y a une céréale parmi d'autres qui n'est pas n'importe laquelle, c'est celle du maïs dont on va parler avec Sylvie Brunel, qui est géographe, écrivain, ancienne présidente d'Action contre la faim, et qui essaie d'inverser l'image négative, semble-t-il, dans l'opinion du maïs, ces fameux épis qui nous sont quand même familiers, la plante que nous adorons détester mais qui sauve pourtant le monde, la France étant le pays du blé. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour Louis Dauphren. Donc c'est vrai qu'on a cette mauvaise image-là qu'on traîne et que vous voulez changer à tel point que vous appelez le maïs Sa Majesté. Sa Majesté le maïs, parce que c'est une plante absolument formidable à la fois pour nous nourrir, mais aussi pour la planète. Contrairement à la vision qu'on en donne, c'est une plante très écologique, je vous dirai pourquoi. Mais nous, vous le savez, particulièrement à Radio Notre-Dame, nous sommes la civilisation du blé. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas du maïs, on ne nous dit pas donne-nous du maïs de ce jour. Et depuis que le maïs est arrivé dans le ventre des caravelles en Europe, il a toujours été perçu comme étranger, comme n'ayant pas de droit d'être ici. C'est une sorte de racisme végétal ou de racisme botanique. Alors qu'on en produit beaucoup quand même en France maintenant. Alors la France, c'est très important, c'est la première exportatrice mondiale de semences de maïs. Vous savez, vous avez parlé de l'Ukraine. Aujourd'hui, la guerre alimentaire fait rage, les famines sont présentes. Eh bien, le maïs, c'est la plante, l'assurance famine des pauvres, mais c'est aussi l'assurance des riches d'avoir accès à des protéines de qualité, notamment issues de l'élevage. Pourquoi Sylvie Brunel n'est-il pas davantage cultivé ? Je pense en Afrique, il y a un risque de famine au Soudan, par exemple. Alors, il est énormément cultivé. C'est la première céréale mondiale. 1200 millions de tonnes de maïs, c'est-à-dire autant que le blé et le riz réunis. C'est une céréale qui s'adapte absolument partout. Et par exemple, en Afrique, l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, c'est la première céréale. L'Afrique orientale, c'est du maïs blanc. Et l'Afrique australe, ce sont de très grandes régions productrices de maïs. L'Éthiopie, par exemple, mise sur le maïs pour sa sécurité alimentaire, sans parler bien sûr de l'Amérique, puisque il est né en Amérique, mais aussi la Chine. Les routes de la soie, qui sont les routes des estomacs, sont les routes du maïs. Donc c'est en soi une action contre la faim, le maïs. Bien sûr, pourquoi ? Parce que le pauvre, quand il a du maïs dans son champ, eh bien, c'est une céréale dont il peut tout utiliser. Il va utiliser le fourrage, les feuilles pour ses animaux, les tiges et ce qu'on appelle les rafles, vous savez, la partie centrale de l'épi, pour tout un tas d'utilisations, à commencer par le combustible. Et puis, il peut consommer le maïs quand il est encore vert. On connaît tous, on a tous un jour piqué dans un champ un épi de maïs encore juteux et plein de sucre. Et d'ailleurs, le maïs doux, en France, c'est le 5e légume. Vous savez, c'est incroyable parce que c'est une plante qui est aussi une friandise. On oublie le popcorn. Tous ceux qui détestent le maïs boulottent du popcorn au cinéma. Sylvie Brunel, quand le maïs a-t-il été inventé ? Alors le maïs, il était très très vieux. On trouve en Amazonie. Vous savez, l'Amazonie, on dit souvent que c'est une forêt vierge. Pas du tout. C'est un recru après la conquête hispanique. Et on retrouve en Amazonie des traces d'exploitation du sol grâce à la technologie LIDAR. La technologie LIDAR, c'est une espèce de scanner de la terre qui permet de voir les bâtiments, les infrastructures enfouies. Eh bien, on se rend compte qu'il y a des maïs qui datent de plus de 8000 ans. Alors, le Mexique et le Pérou se disputent sa paternité. Il y a des centaines, voire des milliers de variétés de maïs différents en Amérique latine. Mais nous, c'est Christophe Colomb, ce sont les caravelles qui l'apportent en Europe. Et pour les paysans, ça va être une bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'ils vont semer, ils payent la dîme sur le blé. Ils doivent payer des impôts sur le blé. Mais le maïs, au départ, les élites l'ignorent, l'Église l'ignore. Et ils vont se rendre compte que cette plante, elle est formidable. Donc, ils vont en mettre partout. Et notamment, le maïs va sauver le sud-ouest de la famine. Et par exemple, aussi l'Italie, la polenta, vous voyez, l'Espagne, la Roumanie, la Mamaliga. Et en fait, nous, on ne voit pas à quel point le maïs est présent au quotidien dans notre vie. Donc il y a un blocage au départ ?
Il n'y a pas un blocage, il y a l'idée que c'est la céréale du diable. Pourquoi ? Parce qu'elle pousse très vite, parce qu'elle a des espèces de cheveux. On dit que ce sont des cheveux qui sont destinés à effrayer les oiseaux. Et il va falloir que Parmentier, on en parle toujours, vous savez, comme l'homme de la pomme de terre, il va falloir que Parmentier, en 1784, publie un mémoire sur tout ce que le maïs permet d'apporter pour sauver ce pauvre paysan de la faim. Et progressivement, le maïs va devenir une plante européenne, avec des maïs qui au départ sont, ont beaucoup de mal à s'adapter parce que nos hivers sont froids. C'est une céréale tropicale, mais la recherche, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, grâce aux travaux de l'INRAE, vont permettre de faire des maïs français jusqu'à devenir, donc je vous dis, cette chose inouïe, nous sommes les premiers exportateurs de semences de maïs au monde. Mais il y a un problème, l'Europe est la première importatrice de grains maïs, de maïs. Elle fait concurrence à la Chine sur les marchés mondiaux pour acheter du maïs. Et pourtant, ce maïs qui progresse partout dans le monde, parce que c'est une céréale anti-famine, parce que c'est une céréale formidable, il recule en Europe. On a perdu 1 million d'hectares, parce que pour les producteurs de maïs, c'est très compliqué. Vous le voyez bien, on leur interdit les réserves d'eau, on leur interdit l'accès aux phytos. C'est gourmand en eau, hein, non ? Alors, c'est pas gourmand en eau en ce sens que ça produit beaucoup plus de grains que toute autre plante. Quand vous faites ce qu'on appelle du maïs pluvial, c'est-à-dire avec juste la pluie, maïs fourrage, il n'est jamais irrigué, vous arrivez à des rendements très élevés. Mais quand vous utilisez de l'eau, vous pouvez avoir jusqu'à 20 tonnes de maïs à l'hectare. Vous imaginez tout ce qu'on fait avec 20 tonnes. Là où le paysan africain, il a 1 tonne, et là où le blé, que par ailleurs je ne critique pas du tout, a 7 tonnes. Donc quand vous avez 20 tonnes de maïs à l'hectare, il y a 1500 utilisations pour un grain de maïs. Donc, finalement, 1500 utilisations alimentaires ou alors diverses ? de tout. On peut dire que c'est à la fois la plante des bœufs, la plante des pneus, la plante de la chimie verte. Oui, parce qu'on met du maïs partout. Vous voyez, on est dans une pièce, là. Il est sûr que dans les peintures, les gélifiants, les cosmétiques, les médicaments, la teneur en amidon du maïs fait qu'on va l'utiliser de toutes les façons possibles. Il est complètement... C'est un liant ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, il est complètement substituable au pétrole, au carburant fossile. Sauf que c'est une énergie verte, renouvelable, locale, chez nous. Et qu'en plus, un champ de maïs est très peu traité et il abrite une incroyable biodiversité. Ma fille, vous savez, qui s'est fait baptiser il y a 2 ans, dit que quand elle fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, elle fait le pèlerinage du maïs. Parce que c'est l'été, elle est en train de marcher, elle a chaud. Et puis quand elle arrive dans le Lot-et-Garonne, dans toutes ces régions où il y a des champs de maïs, elle dit « c'est merveilleux parce qu'on a de l'ombre, on a des oiseaux, on est bien. Et on aspire à marcher au milieu du maïs parce que là, il fait frais. » Et pourtant, Sylvie Brunel, il y a un film, une image à qui le maïs ne dit pas merci, ainsi que vous l'écrivez, car il a toujours instillé que sa culture est abondamment traitée. C'est bien sûr La mort aux trousses en 59 d'Alfred Hitchcock, avec cette scène devenue culte où l'on voit Cary Grant traqué dans un paysage dénudé des grandes plaines, en costume cravate, et qui se fait courser par un avion qui asperge de pesticides le champ de maïs. Oui, c'est ça. Hitchcock n'a pas rendu service au maïs, vous avez raison, parce que tout le monde s'est dit, mais c'est la plante qu'il faut traiter. En réalité, c'est une des plantes les moins traitées. On a 2 moments difficiles. Quand elle sort du sol vers le mois de mai, parce qu'il faut éviter la concurrence des autres herbes, il faut qu'elle puisse pousser. Ensuite, elle va être extrêmement dense, mais la mondialisation, le réchauffement climatique, ça multiplie les insectes indésirables. Donc il faut trouver des réponses. Ces réponses, on essaie de faire en sorte que ce soit de moins en moins des produits de traitement. L'indice de fréquence de traitement du maïs est le plus faible de tous, mais toutes les plantes. Il n'y a pas d'agriculture sans protection des cultures. Alors, par exemple, on imagine des drones qui vont lâcher des trichogrammes. Les trichogrammes, c'est des petites guêpes qui sont prédatrices de la pyrale du maïs. On essaie d'inventer aujourd'hui dans les campagnes françaises tous les moyens pour ne traiter qu'en dernier ressort. Et quand vous êtes dans un champ de maïs, vous avez des grenouilles, vous avez des sangliers, très peu souhaitables, vous avez des corvidés, c'est-à-dire tous les chevreuils, vous avez bien sûr... non, les corvidés, c'est les corbeaux, vous avez des cervidés, et finalement, cette plante, c'est une petite Amazonie. Nous avons notre petite Amazonie chez nous, qui capte plus de CO2 qu'une forêt non cultivée. Pourquoi ? Parce que comme elle produit beaucoup de biomasse, elle permet d'entretenir l'humidité de l'air.
il y a un biologiste qui dit, Francis Bucaille, qui dit que le maïs fait tomber la pluie, parce qu'en fait, elle rend à l'atmosphère l'eau qu'on lui donne. Donc c'est une plante fabuleuse, mais nous ne l'aimons pas, et surtout nous interdisons aux agriculteurs de faire des réserves d'eau en hiver, ce qui est débile. Regardez ce qui se passe en Charente-Maritime, dans le Pas-de-Calais. Or, aujourd'hui, nos étés sont de plus en plus secs. Et comme le maïs est une plante tropicale, eh bien, si l'on veut avoir de très gros rendements et un grain de qualité, notamment pour le pop-corn, pour le maïs doux qui est un légume, hein, tous les légumes, il leur faut de l'eau, et le maïs semence, il faut des semences, eh bien, il faut apporter de l'eau. Mais le maïs rend cette eau, c'est pas de l'eau qu'il vole, c'est de l'eau qu'il nous rend, qu'il nous restitue. Il est généreux, il est adaptable, il est extrêmement prolifique, et puis surtout, il nous rend des services au quotidien parce qu'il est sans gluten. Et ça aussi, c'est une exigence du moment. Beaucoup de gens aujourd'hui voudraient une alimentation différente, et cette capacité du maïs de donner des aliments sans gluten permet une meilleure tolérance. Vous savez qu'on redécouvre les aliments du monde. C'est les arepas vénézuéliennes, les tortillas, le pain au maïs, les tamales, les pozzoles, tous ceux qui nous écoutent et qui sont déjà allés en Amérique savent à quel point le maïs est présent dans la cuisine. Ce n'est pas seulement l'aliment des animaux, c'est d'abord l'aliment des hommes. Un céréalier, Sylvie Brunel, peut choisir de pratiquer telle année le maïs, telle autre année le blé, et changer comme ça. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les rotations. Tous les agriculteurs font des rotations. Il se trouve que la monoculture du maïs, qui est souvent critiquée, n'épuise pas les sols. Donc vous avez des parcelles. J'ai un ami qui s'appelle Pierre Blanc qui s'est tatoué un énorme épi de maïs sur le bras tellement il aime cette plante. Il y a des parcelles qui depuis 50 ans ont du maïs, comme d'ailleurs dans le Middle West, la Corn Belt américaine. Comme il n'épuise pas les sols et qu'il pousse en 5 mois, vous pouvez le reste de l'année faire d'autres plantes. C'est-à-dire que sur votre parcelle, sur votre champ, l'hiver, vous avez d'autres cultures. Et cette prolificité en très peu de temps, c'est un atout. C'est un atout énorme pour tous nos enjeux écologiques, nos enjeux alimentaires, nos enjeux de biodiversité. Voilà, donc attention, je ne dis pas que les autres plantes n'ont pas de qualité, hein, je défends bien sûr le blé. Le problème, c'est que c'est insupportable d'entendre en permanence incriminer le maïs. Et je trouve qu'il faut expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes dans la guerre alimentaire. Vous avez parlé de l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre des grains. Hein, la Russie fait tout pour s'accaparer les terres noires et pour détruire le potentiel d'exportation de l'Ukraine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé par la voie routière et que toutes ces céréales se sont déversées à bas prix en tuant finalement les productions polonaises, roumaines, bulgares. D'ailleurs, en Bulgarie, le maïs s'appelle la plante des tsars parce que c'est une plante formidable. Et il y a ce problème dont vous parliez sur ces importations à très bas prix. Il faut bien comprendre que le maïs américain, comme le maïs ukrainien, ce sont des immenses exploitations qui sont nées sur les décombres de la décollectivisation. C'est l'utilisation de maïs génétiquement modifié que nos agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser. Alors j'allais venir justement, le fameux maïs transgénique. Oui, et puis c'est aussi des maïs qui sont traités avec des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser chez nous. Donc il y a une concurrence déloyale et on ne peut pas dire aux agriculteurs français dans tous les domaines, parce que c'est vrai aussi pour les poulets ou pour le sucre, vous allez être parfaits, vous allez être des décorateurs de la nature, mais on va acheter ailleurs des gens qui font pas du tout la même chose. Et alors sur le maïs transgénique, alors moi voilà, cette question qui vient dès les premières pages. Hein, vous dites justement les EGM, maïs EGM, c'est voilà. Une image aussi qui a été alors nous, fortement incrustée. Voilà, tout à fait, ça a été un grand combat, mais en réalité, il faut dire que nous avons eu le prix Nobel, c'est une Française qui a eu le prix Nobel en novembre 2020, Emmanuelle Charpentier, pour ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires, les nouvelles techniques d'édition du génome, qui ne sont pas vraiment des OGM, puisque ça permet d'aller extrêmement vite dans la sélection pour trouver dans, par exemple, les variétés sauvages ou des variétés cultivées dans d'autres parties du monde, des gènes de résistance à la sécheresse, au sel, pour pouvoir faire face très rapidement aux enjeux du changement climatique. Et nous, pour l'instant en Europe, nous assimilons ces ciseaux moléculaires aux OGM, alors qu'en réalité, on n'introduit pas du tout des gènes d'autres plantes. On essaie de gagner du temps sur la sélection. Donc les ciseaux moléculaires, c'est interdit en Europe ? Oui, ça continue. Alors que ça n'a rien à voir avec les OGM. Non, parce que il n'y a pas on franchit pas la barrière des espèces. On se contente de sélectionner les gènes. Et pourquoi utiles. c'est interdit alors ?
Eh bien, parce que l'Europe a adopté pendant assez longtemps une posture, idéologique, alors que le reste du monde, y compris en Zambie, y compris en Afrique du Sud, en Chine, on s'interroge, on recourt à des variétés génétiquement modifiées. Aujourd'hui, l'Europe est en train d'évoluer. L'Association française pour les biotechnologies végétales essaie de militer pour que on change notre regard, parce que si on veut être plus propre, plus écologique, utiliser moins de phyto, eh ben, il faut recourir à ce génie génétique. On n'a plus le temps de faire de la sélection naturelle, il faut des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, le monde s'accroît de façon colossale. Donc vous êtes pour faire le pas vers... Bien sûr. Pas uniquement les ciseaux, mais passer dans le mode des OGM. Moi, je pense qu'il faut déjà accepter les NGT, nouvelles techniques d'édition du génome, parce que c'est indispensable pour pouvoir utiliser des variétés appropriées en utilisant moins de produits de traitement. Et je pense que le monde entier le fait et que l'Europe, en campant dans son refus, se met en posture dangereuse, d'autant que nous les importons massivement. Donc, mais Sylvie Brunel, les opposants aux OGM vous disent qu'en fait, on utilise encore plus de pesticides avec les OGM. Alors, c'est pas vrai. Parce que la plante se dégrade plus rapidement. Alors non, ça veut dire rapidement. En fait, c'est parce que des résistances apparaîtraient. En réalité, le Portugal et l'Espagne, qui en utilisent un tiers de produits de traitement en moins. On se rend compte que c'est une erreur quand on ne fait pas de zone refuge. À côté des variétés génétiquement modifiées, il faut faire des zones refuge pour que les insectes n'acquièrent pas de résistance. Vous voyez, donc les agriculteurs, quand on leur donne des variétés génétiquement modifiées, ils les trouvent tellement géniales qu'ils ne font plus les zones refuge. Et donc, du coup, on perd cette capacité de résister à tout ce que la nature invente pour nous voler notre nourriture, parce que c'est quand même ça, l'homme, c'est ça ce qui se passe quand même. Mais bien sûr, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'une victoire sur une nature qui n'a cessé d'être prédatrice pour l'humanité. Et quand vous regardez aujourd'hui les paysans africains, vous vous rendez compte que ils ont des rendements qui sont très faibles, qu'ils travaillent de façon colossale, quand ils traitent, ils le font avec, un manque de formation, qui fait que souvent ils en utilisent trop, avec une chaleur extrême, avec des problèmes de contamination, qui ne sont absolument pas le cas des campagnes françaises où l'agriculteur est engagé aujourd'hui dans un processus qui vise à réduire de plus en plus les traitements. Pourquoi ? Parce que ça lui coûte cher, parce que ça utilise des machines, parce que ça utilise de la main-d'œuvre. Donc s'il peut ne pas traiter, il ne va pas le faire. Et il faut avoir du respect et de la reconnaissance pour ceux qui, dans les campagnes, essaient de nous nourrir du mieux que nous pouvons. En France, on a l'espérance de vie record, près de 82 ans. Eh bien, c'est aussi à ceux qui nous nourrissent que nous le devons. Sylvie Brunel, au Salon de l'Agriculture, on n'a pas entendu beaucoup de paroles prenant en compte la détresse d'une partie du milieu agricole, puisque c'est un milieu qui est aussi très concentré de manière capitalistique, avec de très grandes entreprises qui exportent, mais il y a aussi une frange de ce milieu qui, j'allais dire, crie famine, au moins moralement parlant. Vous avez une parole pour eux ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien sûr. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est respect pour tous ceux qui cultivent la terre et élèvent leurs bêtes. Pensez à ces agriculteurs de moyenne montagne. Sans agriculteurs, la moyenne montagne se perd. C'est tout le problème d'ailleurs pour les pasteurs du loup. Sans agriculteurs, c'est la friche, l'embroussaillement, c'est le feu dans le sud. Nous avons une chance inouïe en France, c'est que nous avons une très grande diversité de modèles agricoles. Il y a de la place pour tout le monde. Quand vous êtes dans la Beauce, dans la Brie, quand vous êtes dans les grandes champs de Nouvelle-Aquitaine, il faut faire du maïs, il faut faire du blé, il faut faire de l'orge ou de la pomme de terre. Quand vous êtes en moyenne montagne, quand vous êtes dans les marais, quand vous êtes en Camargue, quand vous êtes dans les pentes ou des petits terrains très exigus autour des villes, eh bien, il y a de la place pour d'autres formes de production, du bio, du circuit court, du local. Et il faut d'abord, nous, les consommateurs, nous devons d'abord acheter français. C'est un service que nous rendons à ceux qui, à nos portes, sculptent la nature, sculptent les paysages, nous font des fleurs, nous font un milieu magnifique. Oui, mais les grandes surfaces achètent souvent via des grossistes à l'étranger, même hors Union européenne, à des prix que les Français ne peuvent pas soutenir. Eh bien voilà, vous avez tout à fait raison, c'est le problème. On ne peut pas demander à nos agriculteurs d'être parfaits et jouer sur une concurrence déloyale avec de la main-d'œuvre qui est mal payée et des conditions de traitement des cultures qui ne sont pas acceptables en France. Donc, nous avons en France la chance d'avoir une loi qui est censée renforcer l'achat de céréales ou de produits alimentaires françaises dans la restauration
collective, publique et privée. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Cette loi, elle dit 20%, on est à 7%. Nous avons aussi des coopératives, des négociants, des organisations de producteurs qui font tout pour... Et puis des syndicats, parce qu'on les a bien vus, les syndicats, qui font tout pour défendre les agriculteurs. Être agriculteur, aujourd'hui, c'est le plus beau métier du monde, à condition qu'on en vive décemment, à condition que la transmission soit assurée, parce que chaque année, il y a 20 000 agriculteurs qui partent en retraite et 13 000 seulement qui s'installent. Donc, il ne faut pas désagriculturiser la France. Nous l'avons désindustrialisée, ne commettons pas la même erreur. Sans la beauté des paysages faits par les agriculteurs, notre pays meurt, notre pays perd sa gastronomie, y compris d'ailleurs la gastronomie du maïs, les volailles de Bresse, les porcs de Bigorre, l'ensemble en Bretagne, en Normandie, c'est le maïs fourrage qui permet d'avoir une production laitière de qualité. Nous avons une chance folle, nous n'en sommes pas conscients, aimons nos agriculteurs, respectons-les et surtout acceptons le maïs. Je me posais la question, c'est une question un peu politique, Sylvie Brunel, si un jour vous voudriez être ministre de l'Agriculture, parce qu'il y a des ministres de l'Agriculture qui ne connaissent pas grand-chose au dossier agricole. Hein. Alors, on je me ne l'a vais pas proposé. citer de nom, j'ai déjà... Non, alors, voilà. alors, les ministres de l'Agriculture essaient de faire de leur mieux. C'est très difficile parce que vous êtes coincé entre une administration qui souvent multiplie les tracasseries et Bruxelles qui, elle, a l'impression que plus vert, on n'est jamais assez vert. Donc, c'est très difficile à la ministre de l'Agriculture. On me l'a proposé, hein, je vous le cache pas. Et vous avez refusé? Non, c'est pas que j'ai pas refusé, c'est que finalement, non, j'étais très très angoissée parce que je me suis dit je vais jamais être capable de faire ça. Mais finalement, les arbitrages ont nommé un autre ministre que je respecte tout à fait. Vous savez, j'ai été l'épouse d'un ministre. Il n'y a rien de plus difficile que d'être ministre. Je pense que leur marge de manœuvre est limitée. Ils s'en prennent plein la figure, comme les maires d'ailleurs. Il faut penser à nos maires aussi. Les gens essaient de faire de leur mieux, c'est compliqué, ils ne savent pas qu'ils sont incompétents, c'est que de tous les côtés aujourd'hui il est difficile d'agir parce qu'on est barré. Regardez, la charte de l'environnement a été intégrée dans le préambule de la Constitution française en 2005, ça veut dire que même quand vous voulez produire... Il y a beaucoup de choses dans la Constitution française, décidément. Oui, Gabriel Attal a dit il faut remettre au premier rang l'acte de produire, il faut que l'agriculture soit inscrite dans les objectifs fondamentaux de la France. Oui, d'accord, mais c'est compliqué au quotidien, parce que dès que vous êtes dans votre exploitation et que vous voulez bouger le petit doigt, il y a les voisins, les satellites, l'administration, l'Europe, les critiques que vous entendez dans les médias, et il faut rendre sa dignité à ceux qui nous nourrissent. L'avantage, Sylvie Brunel, quand on est ministre, c'est qu'on peut faire passer quand même un discours, une image aussi. Exactement. C'est ça l'avantage, c'est la tribune en fait. Oui, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le gouvernement français. Moi, je dois le dire, depuis plusieurs semaines, ils sont aux côtés des agriculteurs. Ils essaient de dire non, on vous a entendu, on va essayer de faire en sorte que les choses changent pour vous. D'ailleurs, ils répètent à longueur de discours toutes ces tracasseries que les agriculteurs dénonçaient depuis des mois, voire des années sans être entendus. Donc, il y a aujourd'hui ce respect. La reconnaissance tarde à être mise en pratique. Pour l'instant, les tracasseries administratives continuent. Mais c'est vrai aussi pour les transporteurs, c'est vrai pour les hôteliers, c'est vrai pour toutes les professions. Aujourd'hui, nous sommes dans la suradministration. Et ce que disent les agriculteurs, c'est nous, on est les premiers écologistes. La nature, on l'aime, c'est notre outil de travail. On se coltine les caprices de la météo au quotidien. Nos animaux, on veut leur assurer leur bien-être. Faites-nous confiance, laissez-nous travailler, rémunérez-nous, achetez nos produits, et puis surtout arrêtez de dire du mal de nous dans les médias, parce que c'est à l'école d'ailleurs, c'est un peu du racisme de classe. On n'est pas des bouseux, on est des chefs d'entreprise. Et arrêtez de dire du mal du maïs aussi. Merci Sylvie Brunel. Le maïs, Sa Majesté, c'est ainsi que vous le décrivez, la plante que nous adorons détester, mais qui sauve le monde. Il y a une question d'image, de représentation à changer. Et vous y êtes parvenu ce matin, je pense, à nous convaincre. Merci Sylvie Brunel, géographe, écrivain, et puis vous avez enseigné longtemps à la Sorbonne, je crois, et puis vous étiez présidente d'Action contre la faim. À bientôt. Merci Louis Dauphren.